bonjour. Bonjour. Vous avez été pendant 17 ans maire de Drancy, dans la banlieue parisienne. Vous êtes député de cette circonscription de Seine-Saint-Denis. Vous connaissez donc bien la question des banlieues et des quartiers défavorisés. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a décidé qu'il n'allait pas annoncer un plan banlieue parce que c'est une stratégie aussi âgée que lui. Il veut changer de méthode. Alors on ne peut dire plus clairement que le rapport Borloo qu'il a lui-même commandé est voué aux oubliettes. Est-ce que vous le regrettez? Oui, je le regrette et je le regrette même profondément parce que on peut discuter de telle ou telle mesure du constat fait par Jean-Louis Borloo, mais aussi par l'ensemble des acteurs de la politique de la ville. Mais le discours du président de la République en direction de ces quartiers qui ne sont pas des quartiers défavorisés, qui sont les quartiers qui concentrent toutes les difficultés sociales de notre pays, où vivent près de 8 millions de personnes. Ils ont le droit, de mon point de vue, à la discrimination positive. Pourquoi? Parce que quand vous avez un enfant dans ce quartier-là, et qui va à l'école, il a moins de chances de réussir que dans les autres quartiers de notre pays. Quand on met des policiers, on en met en Seine-Saint-Denis 4 fois moins qu'on ne le fait à Paris. Quand on choisit des enseignants, on met des gens qui ont moins d'expérience. Donc en réalité, contrairement à cette image répandue, c'est pas on fait plus pour la banlieue. En vérité, on fait beaucoup moins pour la banlieue que pour les autres quartiers. Et s'il y a une chose de juste dans la politique d'Emmanuel Macron, de miser sur les métropoles, sur la compétitivité française, sur ce qui nous tire vers le haut, qui nous pousse en avant, c'est très bien. Mais il faut que ça profite aussi aux autres. Alors et il y a de ce point de vue-là deux catégories de personnes. Pardonnez-moi, vous abordez les questions de fond, mais le rapport Borloo-Macron, quand même, il lui a commandé ce rapport. Beaucoup d'élus attendaient beaucoup de la mise en œuvre de ce rapport. Comment vous expliquez que finalement le rapport de Jean-Louis Borloo, eh bien, le président Macron n'en veut pas? Je vais revenir au fond parce qu'en réalité, Jean-Louis Borloo n'est pas quelqu'un qui va exprimer une susceptibilité, c'est pas le problème. La question c'est, il a été sollicité par le président de la République. Il donne des réponses, elles sont partagées par de nombreux acteurs et le président de la République dit je ne crois pas qu'on doit faire de discrimination. Trop d'argent dépensé pour les banlieues, ça n'a servi à rien. C'est un mensonge. Ah. Voilà, je dis c'est un mensonge et d'ailleurs Jean-Louis Borloo le montrait très bien. Je répète, on met moins de policiers en Seine-Saint-Denis qu'à Paris alors qu'il y a plus de crimes. On met des enseignants moins nombreux et plus jeunes, moins qualifiés alors que les élèves sont en difficulté, sont plus nombreux par classe. Et c'est vrai pour la banlieue, mais c'est aussi vrai pour les zones rurales. Moi, je réclame des politiques de discrimination positive pour que la République soit égale partout pour tout le monde. Il faut donner un peu plus à ceux qui sont dans les coins les plus difficiles. Et c'est vrai aussi des zones rurales. Vous voyez? Donc je pense qu'il y a là une approche du chef de l'État qui est fausse. On doit pousser le pays vers le haut et vers l'avant grâce aux grandes métropoles, à la France qui réussit, qui se mondialise, etc. Il faut que ça profite aux derniers de cordée. Et là, j'ai le sentiment de l'abandon du dernier de cordée. Est-ce que vous avez l'impression que Jean-Louis Borloo s'est fait rouler dans la farine? Laurent Wauquiez a dit que Emmanuel Macron avait cherché une opération photo avec Borloo sans rien derrière. Il l'a commenté, lui, en tout cas, le patron des Républicains. Jean-Louis connaît parfaitement la vie politique et personne ne le roulera dans la farine. Il y a juste une chose, c'est que Jean-Louis souhaitait à juste titre qu'on relance un certain nombre de modèles et que le président de la République ne souhaite pas le faire. Je vous prends un exemple, l'ANRU, la rénovation urbaine, qui a formidablement marché, qui a été inventée par Jean-Louis Borloo. Aujourd'hui, le gouvernement a hérité de François Hollande 5 milliards de budget. Il a doublé le budget, 10 milliards, dit-il. Sauf que la machine est grippée. Sauf qu'on ne parvient plus à répondre aux exigences administratives. Il y a besoin de relance. Je n'ai pas entendu le président de la République là-dessus, et pourtant il y en a bien besoin. Alors après ce qui s'est passé hier à Marseille, où on a vu des individus cagoulés mettre en joue des policiers dans les quartiers difficiles de Marseille, rongés par le trafic de drogue et la délinquance, le président a annoncé pour le mois de juillet un plan contre le trafic de drogue. Est-ce que ça rentre dans le plan banlieue, ça? D'abord, ça ne concerne pas que les banlieues, ça concerne évidemment les banlieues, mais je vais vous dire très sincèrement, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que je ne connais pas un pays au monde qui ait réussi à éliminer le trafic de drogue, c'est-à-dire une source de revenus illégitimes qui mine et qui déstructure les quartiers, là encore, où on concentre toutes les difficultés sociales, les quartiers défavorisés, comme on dit. Et donc, très bien de faire un grand plan. Mais il y aura toujours de la drogue. On en trouve à tous les coins de rue, dans toutes les villes et parfois dans les villages de France, parce que c'est cette source de revenus illégale, facile, rapide, contre laquelle aucun pays dans le monde n'a réussi à lutter efficacement, c'est-à-dire à l'empêcher. Voilà. Et donc je pense que ce n'est pas qu'un problème de banlieue, et que là il y a une approche qui doit être totalement différente, notamment d'ailleurs par la capacité de montrer aux consommateurs combien ils se nuisent à eux-mêmes. Alors pour lutter contre la radicalisation, le président Macron souhaite que les maires soient informés par les préfets des personnes qui sont
radicalisés, et notamment qui sont sur le fichier de la FSPRT, autrement dit celui qui signale les individus les plus radicalisés. C'est nouveau ça, est-ce que c'est une bonne initiative? Ah, enfin, nous l'avons réclamé ici, dans cet hémicycle, au ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, lors du débat qui a eu lieu pour la levée de l'état d'urgence. Il y avait de nouvelles mesures législatives à prendre et je demandais moi-même, je défendais moi-même l'idée qu'on devait transmettre ça aux maires. Et deuxièmement, je disais même qu'il fallait que les maires puissent être informés lorsqu'ils recrutent du personnel. Vous mettez quelqu'un avec des enfants pour garder dans les périodes périscolaires, vous avez le droit de savoir si c'est pas quelqu'un de radicalisé. Vous le faites entrer dans une enceinte plus confidentielle, plus risquée, etc. Donc vous l'avez demandé. Nous n'avions pas été entendus il y a 6 mois, nous le sommes aujourd'hui, tant mieux. Donc c'est une bonne initiative. Ça, c'est une bonne idée. Et alors, oui, parce que les maires, vous savez, il n'y aura pas de bons renseignements. Et la lutte contre le terrorisme, c'est d'abord la lutte de renseignement. Il n'y aura pas de bons renseignements sans les maires. Les maires, c'est 36 000 personnes dévouées et leurs adjoints qui sont là, qui connaissent, qui palpent le terrain, qui connaissent la population, qui tirent des renseignements. Ce sont eux les premières sources d'information dont la police aurait besoin. Et donc il faut aussi qu'ils soient informés, sinon ça ne sert à rien. Et la fameuse bourse aux études, 30 000 stages accordés aux élèves de 3e dans les entreprises et dans les postes de l'État, c'est une bonne chose ou pas? C'est anecdotique, ça n'a pas grand intérêt, c'est anecdotique. Mais c'est quand même pour les élèves des quartiers défavorisés de 3e, une première approche de la vie en entreprise. Vous l'avez dit, j'ai été maire pendant 17 ans, on accueillait 450 gosses de 3e pendant 3 ou 4 jours chaque année. C'est anecdotique, c'est pas ça qui va changer leur capacité à réussir dans la vie. Donc qu'est-ce qui est bon dans ce qui n'est pas un plan banlieue, dans les annonces d'Emmanuel Macron ce matin? Moi, ce qui me fait peur, c'est le renoncement. Le renoncement à se dire que quand on grandit à Grigny ou quand on grandit au fin fond d'un village qui n'a plus de service public, l'État ne met pas le moyen pour que vous ayez la même chance que quand vous êtes à Louis-le-Grand à Paris. Voilà la réalité. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais été pour l'égalité de moyens. Mais l'égalité des chances. Et l'égalité des chances, c'est quand vous avez sur une classe de 25 élèves 15, 20, 25 personnes qui sont en difficulté sociale, dont les parents ne peuvent pas vous aider, qui n'ont pas le bagage culturel, et quand dans une autre classe vous avez exactement l'inverse, il n'y a pas égalité des chances. Ça veut dire que là où les gens ont moins au départ, il faut leur donner plus de moyens à s'en sortir. Je ne veux pas qu'on les aide, je veux juste qu'on leur donne plus de capacité à s'en sortir. Quand vous venez d'arriver dans notre pays et que vous ne maîtrisez pas suffisamment le français, vous avez besoin d'être accompagné rapidement. Comme disait Mao, non pas pour qu'on vous donne du poisson toute votre vie, les allocations, le RSA, pour qu'on vous apprenne à pêcher. Et vous savez, il faut comprendre une chose vis-à-vis de ces banlieues. Ce sont des annonces qui ne sont pas à la hauteur des enjeux. Il n'y a pas d'annonce, c'est vide, pardon. Et il faut comprendre une chose vis-à-vis de ces banlieues. Si la règle du jeu n'est pas faite pour que chacun puisse avoir sa chance, pourquoi voulez-vous que les gens qui n'ont pas de chance respectent les règles? Je ne les pardonne pas, je ne les excuse pas et on doit combattre toute forme de délinquance. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Quand vous rentrez sur un terrain de foot et qu'il est déjà écrit que votre équipe va perdre, vous n'avez plus envie de jouer et c'est bien le drame aujourd'hui. C'est pour ça que je demande, pour les zones rurales comme pour les quartiers où on concentre les gens qui sont en difficulté, je demande de la discrimination positive. On doit avoir plus de fonctionnaires mieux qualifiés, plus de chances dans l'éducation, plus de policiers, plus de... Par exemple, dans un département comme le mien, le gouvernement précédent a supprimé la moitié des bureaux de caisse d'assurance maladie. La plupart des gens qui ne savent pas lire et écrire ne peuvent pas utiliser le compte Amélie comme vous le feriez dans le 16e arrondissement de Paris. Il y a un moment donné à tenir compte des différences de population, des différences de difficultés, pour que chacun ait le droit finalement à une vraie égalité des chances. Alors l'autre actualité du jour, c'est la 3e journée de mobilisation des fonctionnaires, 3e journée du quinquennat. Cette fois-ci, 5 grands dirigeants de syndicats vont défiler ensemble à Paris. Est-ce que les fonctionnaires ont raison de se sentir maltraités par le gouvernement? Alors d'abord, de façon globale, depuis, je crois, la fin du gouvernement Fillon, il y a eu le gel de ce qu'on appelle le point d'indice, qui sert d'indur, et c'est maintenu. Et donc c'est pas ce gouvernement, c'est le gouvernement de Nicolas Sarkozy, François Fillon, pardon, de François Hollande et d'aujourd'hui. Pardon aussi de dire que c'est pas parce que le point d'indice est gelé que la rémunération est bloquée, parce qu'il y a d'autres moyens d'augmenter, et les gouvernements l'ont beaucoup fait ces dernières années, d'augmenter la refonte des corps et carrières. Je ne veux pas rentrer dans la technique.
Est-ce que ce genre de manifestation peut produire un résultat? Je ne le crois pas. D'abord parce que l'actualité sociale générale du printemps vient noyer un peu cette revendication. On voit qu'il n'y a pas énormément de monde et je pense qu'il y a beaucoup plus de la part des fonctionnaires des aspirations à améliorer les conditions de travail, à avoir plus de lisibilité, à le sentiment de l'utilité sociale qui est la leur et qui est réelle, qu'on doit pouvoir revaloriser, y compris par les missions qu'on leur confie. Alors 120 000 postes supprimés sur le quinquennat alors qu'on voit le manque criant de personnel dans les hôpitaux, dans les EHPAD. C'est la chose la plus incroyable en réalité. Nous avons trop de fonctionnaires dans notre pays, de papier comme on dit, c'est-à-dire pas ceux qui sont dans les hôpitaux, encore qu'il y a sans doute dans l'administration de l'hôpital des choses à faire, mais on manque d'aides-soignantes, on manque d'infirmières, on manque de policiers, on manque justement, d'un certain nombre de postes oui, supprimés. sauf que les 120 000 postes à supprimer, ils sont dans l'administration de papier, qui passe son temps à produire de la règle, de la norme et du contrôle, à emmerder les Français, comme disait le président Pompidou. Il faut dégraisser, si j'ose dire, mais dégraisser là où en réalité nous avons une fonction publique qui n'est pas utile. Et ce débat général à chaque fois sur on fait un chiffre général, je ne suis pas d'accord avec ça. Nous devons avoir plus de policiers, nous avons besoin de plus de militaires, nous avons besoin de plus dans les hôpitaux. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de souffrance, etc. Et dans le même hôpital, pour vous prendre cette illustration, on va avoir besoin d'aides-soignantes, on va avoir besoin d'infirmières, on n'a peut-être pas besoin d'autant de personnes qui font de la comptabilité, de l'administration, alors que tout ça pourrait être automatisé.